Merci beaucoup. Merci, Stuart. I'm very... c'est plaisant pour moi de pouvoir livrer un discours en français. Comme vous pouvez le voir, vous en apercevoir, je suis habitué de livrer mes discours en anglais. Et donc, pour moi, c'est une belle journée. Pouvoir parler sa langue maternelle ici à Toronto, c'est très, très, très plaisant. Et j'aimerais vous dire aussi que vous pourriez, il y a un autre candidat dans la course à la chefferie qui a une résidence secondaire à Toronto, une résidence principale à Boston. Et vous pourriez peut-être l'inviter parce qu'il a déjà dit bonjour en français à Montréal et peut-être qu'il pourrait vous adresser un discours en français lui aussi. Mais ceci étant dit, je veux vous parler surtout, le plus important pour moi, c'est l'économie et les défis qui s'en viennent. Vous savez, demain est une journée importante. Demain, ça va être le budget au niveau fédéral et nous allons tout faire pour s'assurer que le gouvernement Trudeau respecte ses promesses. Ce que je peux vous dire, c'est que l'impact du budget va avoir un impact très important pour nos relations avec les États-Unis. M. Trump a été élu et, comme vous le savez, il y a des propositions fiscales très agressives. Il veut baisser l'impôt des corporations au niveau fédéral de 35 % à 15 % et aussi, on a une majorité républicaine au Congrès qui ont un plan pour réduire les impôts des individus et aussi diminuer l'impôt sur les gains en capitaux aux États-Unis. Si tout ça a lieu, bien, nous allons être dans une situation concurrentielle vraiment difficile. Parce que ici au Canada, bien, on va avoir des impôts sur les corporations plus élevés. On va avoir un défi de retenir les capitaux ici au Canada et aussi retenir les cerveaux. Puisque vous le savez maintenant, avec le taux d'imposition qui a été, le nouveau taux d'imposition du gouvernement Trudeau de 33 % sur l'impôt sur le revenu des plus riches, fait en sorte que le taux marginal, le maximal d'imposition pour les particuliers au Canada est 54 %. Et nous, on a une réforme fiscale pour s'assurer de baisser les taux d'imposition des individus, mais aussi des entrepreneurs et des corporations. Et je vais vous parler de cela ce midi, parce que ça va être important d'adopter une réforme fiscale qui va permettre aux entrepreneurs d'investir ici et non pas d'investir aux États-Unis. Et la plateforme fiscale que je propose, elle est bien simple. C'est que vous savez tous que je veux abolir les subventions aux grandes entreprises, aussi aux petites entreprises, et le gouvernement du Canada peut sauver entre 5 et 8 milliards de dollars par année. Et le plus important pour moi, c'est d'utiliser cet argent-là pour être capable de baisser l'impôt de tous les entrepreneurs au Canada, l'impôt des corporations de 15 % à 10 %, et en même temps, avec le même argent, on va être capable de pouvoir aussi abolir l'impôt sur les gains en capitaux au Canada. Et ça, c'est une réforme qu'on peut faire au premier budget, puisque ça n'engendrera pas un autre déficit. On va prendre l'économie qu'on fait en abolissant les subventions aux entreprises pour réduire les impôts des entrepreneurs, mais de façon équitable. Et ma campagne électorale, ma plateforme pour la course au leadership, est basée justement sur ce principe-là d'équité. Elle est basée aussi sur le principe de respect, de liberté et de responsabilité individuelle. Donc, cette réforme fiscale va être d'autant plus importante pour permettre à l'économie canadienne et aux entrepreneurs canadiens de demeurer compétitifs, considérant qu'aux États-Unis, bien, le président Trump va diminuer les impôts ici de ses entrepreneurs. C'est d'autant plus important de le faire aussi parce que la création de richesses provient du secteur privé. Ce n'est pas en dépensant de l'argent que le gouvernement n'a pas qu'on crée la richesse. Et le budget va être déposé demain, mais je vous inciterai à lire le premier budget du gouvernement Trudeau. Le premier budget, on nous a dit, premièrement, on nous a dit en campagne électorale qu'on allait avoir un petit déficit de 10 milliards de dollars et qu'on allait revenir à l'équilibre budgétaire. Mais après l'élection, on nous a dit, bien, on va faire un déficit de 30 milliards de dollars.
Ils ont fait un déficit de 28 milliards de dollars, mais la justification pour le déficit était bien simple, c'est écrit noir sur blanc dans le dernier budget. Avec un déficit de 30 milliards de dollars, on va créer une croissance économique de 1% de plus, parce que la croissance économique au Canada était de 1,3% lorsque le gouvernement Trudeau a déposé son premier budget. Et il voulait augmenter cette croissance économique-là à 2,3%. Et les faits sont les faits. La Banque du Canada nous a confirmé que la croissance économique au Canada cette dernière année était de 1,4%. Donc, le gouvernement Trudeau a dépensé 30 milliards de dollars qu'on n'a pas pour stimuler l'économie de 0,1%. Et ça démontre que ce n'était pas un stimulus pour l'économie, mais plutôt un sédatif pour l'économie. Et c'est pour ça que la meilleure façon de stimuler l'économie, c'est pas en s'en entend davantage, et surtout, c'est irrespectueux et irresponsable pour les générations futures, puisque 90% du déficit actuel du gouvernement libéral sert à des programmes sociaux et non pas à des projets d'infrastructure comme des routes, des ponts, des viaducs, où là, les gens qui vont payer pour ces déficits-là, les générations futures et les jeunes d'aujourd'hui, pourraient bénéficier de ces routes-là. Mais non, les dépenses sont allées sur des programmes sociaux. Les jeunes vont devoir payer pour ça plus tard sans recevoir aucun bénéfice. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est irresponsable et qu'il faut arrêter de faire ces déficits-là. Surtout aujourd'hui que les intérêts sur la dette représentent 25 milliards de dollars par année. Mais 25 milliards de dollars par année, c'est environ presque le budget de la Défense nationale. Et imaginez-vous qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 25 milliards de dollars par année de plus pour aider les Canadiens. Et là, les taux d'intérêt sont très bas et tout le monde sait que les taux d'intérêt vont augmenter dans un avenir rapproché. La Fed, déjà aux États-Unis, a confirmé que les taux d'intérêt ont augmenté et elle a confirmé qu'ils vont augmenter encore dans les 6 prochains mois. Donc, lorsque les taux d'intérêt au Canada vont augmenter, l'impact va être encore plus grand sur les finances publiques de l'État. Donc, il faut avoir l'équilibre budgétaire pour stimuler l'économie et pour avoir des baisses d'impôts aux entrepreneurs, mais aussi aux individus. C'est un des éléments principaux de ma plateforme électorale et c'est comme ça qu'on va être très, très compétitif avec les Américains. Si on ne fait pas ces changements-là, bien, on ne sera plus compétitif et ça va nuire à la croissance économique. Mais il y a un autre dossier important pour l'économie canadienne, c'est le libre-échange. On sait tous que c'est le gouvernement de Brian Mulroney en 1988 qui a signé l'entente de libre-échange avec les États-Unis, qui est maintenant devenue l'entente de libre-échange nord-américain. Et cette entente-là, elle est très importante pour le développement économique du pays et aussi pour les Américains. Maintenant, M. Trump est prêt à rouvrir l'entente de libre-échange et moi, je salue cela. Je pense que c'est une bonne idée. Cette entente-là, elle est vieille de plus de 25 ans. Et oui, il faut réouvrir l'entente, mais réouvrir l'entente pour avoir plus de liberté d'échange, plus de liberté de commerce, et non pas pour obtenir du protectionnisme. Et j'étais heureux d'entendre le président Trump dire que ses visées protectionnistes étaient plutôt vers le Mexique et non vers le Canada. Mais pour être certain que ça soit bénéfique pour nous, il suffit simplement de mettre sur la table ce que les Américains demandent depuis plusieurs années. Lorsqu'on a signé l'entente Asie-Pacifique, qui n'est pas en vigueur et qui ne sera probablement pas, les Américains étaient le pays qui demandait le plus, avec le plus d'insistance et de force, l'abolition de notre système de gestion de l'offre, du cartel, qui est un cartel légal, où les producteurs de lait, d'œufs et de poulet fixent le prix pour leurs produits et produisent seulement pour le marché canadien. Ça est un coût de 2,6 milliards de dollars pour les consommateurs canadiens à chaque année, 500 dollars par famille au Canada. Et ce n'est pas le libre marché, c'est un système socialiste, c'est un cartel. Et je suis le seul candidat qui veut abolir le système de la gestion de l'offre, malgré le fait que dans mon comté en Beauce, j'ai le plus de producteurs laitiers dans tous les comtés au Canada. Et je le fais parce que c'est la meilleure politique pour les consommateurs canadiens. Ceux-ci vont économiser beaucoup et surtout parce que c'est une taxe régressive qui touche les plus pauvres.
Vous savez que les familles les plus pauvres dépensent beaucoup plus d'argent de leur budget pour la nourriture. Et l'impact est 5 fois plus grand pour eux puisque c'est des produits de base, le lait, le poulet, le beurre, le fromage, les œufs. Et si on regarde seulement le prix, on traverse la frontière 95-99 sous pour une douzaine d'œufs aux États-Unis. Et ici, c'est autour de 3 $. Même avec le taux d'échange, il est encore très favorable de magasiner aux États-Unis pour ces produits-là. Et c'est pour ça que je dis que les Québécois, les Canadiens, les Ontariens payent le double du prix pour ces produits. Et pourquoi ils payent le double du prix? Parce qu'on impose une barrière tarifaire de 300 % pour empêcher l'entrée de ces produits-là ici au Canada. Mais les Américains nous demandent depuis plusieurs années d'abolir cette barrière tarifaire et de laisser tomber ce système de gestion de l'offre-là. Moi, je suis prêt à le faire pour le bénéfice des Canadiens, des consommateurs canadiens, et mettre ça sur la table puisqu'on va ouvrir une discussion en donnant quelque chose. Si on dit aux Américains, oui, vos producteurs de lait, de poulet et d'œufs vont pouvoir exporter leurs produits ici, s'ils suivent les réglementations et les normes sanitaires canadiennes, et en même temps, on va pouvoir demander l'ouverture pour d'autres produits, comme le bois d'œuvre, et donc commencer une discussion pour avoir plus de liberté et non pas moins de liberté. Et ça, je crois que c'est important. On sait que M. Mulroney a été nommé par le gouvernement Trudeau pour établir les relations avec le nouveau gouvernement Trump, l'administration Trump, et lui-même livrait un discours il y a déjà 3 semaines en Alberta, et il a dit aux gens, bien, il est important d'abolir ce système de gestion de l'offre-là, parce qu'il le sait, les Américains demandent au gouvernement américain de mettre cela sur la table, et ça va être sur la table. Et moi, ce que je dis à ces producteurs sous gestion de l'offre, arrêtez de vous mettre la tête dans le sable, il est temps de regarder ça, faire une période de transition de 5 à 10 ans avec des compensations pour ces producteurs-là. Ça me fait penser au débat qui a eu lieu en Ontario pour les producteurs de vin, lorsque M. Mulroney a signé l'entente de libre-échange avec les États-Unis en 88. Les producteurs de vin ontariens disaient on soit incapable de compétitionner avec le vin provenant de la Californie, on n'a pas le même climat, etc. Et ce que le gouvernement Mulroney a fait à l'époque, on a eu une période de transition, on les a aidés dans la transition et aujourd'hui, l'industrie du vin en Ontario, les gens exportent partout à travers le monde et c'est une industrie qui existe. Et on peut faire la même chose avec les autres industries sous la gestion de l'offre. Considérant aussi que le privilège qu'ils ont, bien c'est seulement 10 % des producteurs agricoles au Canada qui sont sous gestion de l'offre. 90 % des autres producteurs ne sont pas sous gestion de l'offre. Donc, pour moi, c'est tous les arguments en faveur de l'abolition de ce système-là, mais surtout, ça va avoir un impact dans nos relations avec les États-Unis. Et un autre dossier important dans nos relations avec les Américains, c'est la question de la taxe sur le carbone. Ma position est très claire là-dessus. L'environnement est une juridiction partagée avec les provinces et je ne pense pas qu'il est temps au Canada, au niveau fédéral, d'imposer une taxe sur le carbone. Et si le gouvernement Trudeau en impose une, bien, un des premiers gestes d'un gouvernement conservateur va être d'annuler cette taxe. Et pourquoi? Parce que les provinces, au niveau provincial, ont déjà des taxes sur le carbone ou un prix sur le carbone. Et je pense que ça serait nuire à l'économie canadienne que d'imposer une autre taxe sur le carbone et nuire à la compétitivité de notre économie. Donc, c'est, je pense, 3 dossiers importants. La gestion de l'offre qu'il faut mettre sur la table pour avoir plus de liberté de commerce, et on sait que plus de liberté de commerce amène de la richesse pour les pays qui sont en négociation. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement Harper, dont j'étais parti et j'en suis fier, on a signé des ententes de libre-échange avec plus de 51 pays pour permettre aux entrepreneurs d'ici de pouvoir exporter sans tarifs et sans quotas. Donc, oui, il faut mettre sur la table la gestion de l'offre et rouvrir l'entente de libre-échange. Non, il ne faut pas imposer une taxe sur le carbone pour nuire à la compétitivité de l'économie canadienne. Et oui, il faut diminuer les taux d'imposition pour les entrepreneurs et abolir l'impôt sur les gains capitaux. Et si on abolit l'impôt sur les gains capitaux, on va être la seule juridiction en Amérique du Nord où on va abolir cette taxe-là. L'impôt sur les gains capitaux n'existait pas avant 1969. Ça a été un gouvernement Trudeau qui nous a imposé l'impôt sur les gains capitaux. Et ça n'existe pas dans d'autres pays en Europe, comme en Belgique.
L'important, c'est une taxe qui nuit beaucoup à l'investissement et on sait tous que l'investissement est le moteur de l'économie, donc on a besoin de plus d'investissement pour pouvoir avoir plus de richesses. Et je vais terminer là-dessus en parlant d'investissement, puisque le gouvernement Trudeau nous dit que le prochain budget va être un budget d'innovation. Il nous dit que le Canada est derrière les autres pays développés en ce qui concerne les dépenses en recherche et développement. Oui, c'est un fait. Et là, on veut stimuler l'innovation, j'imagine, avec des programmes du gouvernement et essayer d'avoir des crédits d'impôt qui soient enlignés pour s'assurer que les gens vont faire plus d'innovation et plus de recherche. Mais moi, je ne pense pas que c'est le temps d'investir dans des crédits d'impôt pour la recherche et développement. Il y a déjà des crédits d'impôt qui existent, autour de 20 milliards de dollars à chaque année que le gouvernement fédéral donne en crédits d'impôt pour la recherche et développement. La façon dont, pour avoir plus d'innovation au Canada, ça débute avant tout par l'investissement. Si on n'a pas d'investissement, que ce soit en recherche ou développement ou en autre chose, on n'aura pas de création de richesse. C'est pour ça que notre proposition, c'est de présenter un budget de plein investissement privé dès le premier budget et donc de baisser les taxes et les impôts, d'avoir l'équilibre budgétaire la deuxième année et après ça, bien, avoir finalement une réforme fiscale pour les individus où on aurait un taux unique d'imposition de 15 pour 90 des Canadiens, les gens qui gagnent entre 15 000 par année et 100 000 par année, et un taux d'imposition de 25 pour les plus riches. Et ce qu'on veut faire, bien, le coût de cette réforme-là coûterait 30 milliards de dollars par année. Et on va seulement pouvoir mettre en vigueur cette réforme-là lorsqu'on aura des surplus. Parce que je ne crois pas qu'on doive baisser les taxes et les impôts des Canadiens en s'endettant davantage. Et c'est le programme économique que je présente dans cette course au leadership-là. Et jusqu'à date, je pense que les gens aiment bien les idées. On le dit avec franchise, on le dit honnêtement. Et je vais continuer à prôner ces idées-là de liberté et de responsabilité. Et je vous incite à continuer à faire ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire investir dans votre communauté, investir en vous-même, vous développer. Moi, je crois que ce n'est pas le gouvernement qui a des solutions à tous les problèmes dans la société, que le gouvernement doit être là, mais qu'on doit traiter les Canadiens comme des adultes responsables, responsables lorsque vous faites des gestes qui sont bons pour vous-même, mais responsables aussi de vos actions qui peuvent avoir un coût. Et on doit avoir un filet social au Canada, mais non pas un hamac. Et moi, je veux travailler pour s'assurer qu'on puisse avoir un bon filet social, et ce n'est pas en s'endettant et en ayant des déficits de 25 milliards de dollars, qu'on va être des déficits où on a un coût pour les intérêts de 25 milliards de dollars par année, qui va nous permettre de maintenir ce filet social-là. Il faut revenir au budget équilibré, il faut revenir à des politiques pro-création de richesse et avoir plus confiance aux Canadiens. C'est la proposition que je mets de l'avant. Et je vous remercie grandement de m'avoir permis de pouvoir exprimer cette plateforme-là. Et si vous avez des questions tout à l'heure, je pense qu'on a une période de questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci. Merci, M. Bernier. Je suis certaine que vous avez plein... Ah oui, je vois Jean qui ramasse les questions là-bas. Je suis certaine que vous avez plein de questions pour lui. Ah oui, j'en vois ici aussi. Jean va faire le tour des tables et puis il va ramasser vos questions. On va procéder à une courte période de questions juste après. Enfin, on va essayer de répondre au plus de questions possibles juste après. Mais d'abord, je veux inviter au podium les deux organismes communautaires du mois. Ali Lieno, qui est directeur général adjoint du Centre francophone de Toronto et qui fait partie du comité organisateur de la semaine.